Après le roi de guerre, nous allons voir le roi de gloire. Le roi de gloire, c'est Louis XIV, bien sûr, le roi le plus célébré de toute la monarchie, qui a même, pourrait-on dire, mis sur pied un véritable ministère de la gloire. On s'attache à le faire seul, l'auteur et le mobile de tous les heureux succès de son règne, à les attribuer uniquement à ses conseils, à sa prudence, à sa valeur et à sa conduite, dit l'ambassadeur de Prusse, Spanheim. Le roi vraiment de toute gloire, pourrait-on dire. C'est à cette époque qu'il y a à Beaune une carmélite, Marie du Saint-Sacrement, Marguerite du Saint-Sacrement, je ne me rappelle plus très bien, ces noms de religieux, c'est toujours insupportable. Et elle a une grande dévotion pour le petit enfant Jésus, c'est le petit roi de gloire. C'est une grande dévotion qui s'étend par les Carmels à toute la France. Le petit roi de gloire, hein, tout comme à la même époque, vous avez à Prague, le petit enfant Jésus de Prague. Et puis aussi, dans la même perspective, le petit enfant Jésus de Salzbourg. Bon, le petit roi de gloire, ben là c'est le grand roi de gloire. Louis XIV, célébré par tous les arts. Et nous avons la description de cette panoplie d'art qui est utilisée dès le début du règne de Louis XIV pour le célébrer. C'est Jean Chapelain qui écrit à Colbert en 1662. Il y a bien, monsieur, d'autres moyens louables de répandre et de maintenir la gloire de sa majesté, comme sont les pyramides, les colonnes, les statues équestres, les colosses, les arcs triomphaux, les bustes de marbre et de bronze, les basses-tailles, tout monument historique auquel on pourrait ajouter nos riches fabriques de tapisseries, nos peintures à fresques et nos estampes au besoin. Alors nous allons voir les aspects de la gloire royale, nous allons voir les idées qui sous-tendent ces aspects, et puis peut-être un jugement, décadence, progrès, voilà, quelque chose d'un peu plus de valeur, jugement de valeur. Les aspects de la gloire royale. Donc tous les médias, dirait-on, d'une manière un peu vulgaire, tous les médias de l'époque ont été utilisés. C'est bien sûr la littérature avec poèmes, épigrammes, mémoires, histoire périodique. C'est la peinture, ce sont les bronzes, c'est la pierre, c'est la tapisserie, et le pastel, l'émail, le bois, la terre cuite, la cire. Ces représentations de Louis XIV s'étalent de son enfance à sa vieillesse. Nous avons 300 portraits peints et statues qui existent encore, plus toutes celles qui ont disparu, plus tous les carnavals. Les carnavals, c'est les images de mauvaise qualité, c'est le vulgaire, c'est pour le vulgaire ce qui est imprimé sur mauvais papier et qui est distribué au fond des campagnes par les colporteurs. Carnaval, oh, l'expression est tout à fait anachronique, c'est celle du curé d'Ars qui voyait ses représentations au milieu du XIXe siècle, ses propres représentations où il n'était évidemment pas à son avantage. 300 portraits plus statues, 700 gravures sont conservées aujourd'hui encore à la BNF, au cabinet des estampes. 300 médailles pour les événements marquants. Chaque gravure était tirée à plusieurs milliers d'exemplaires. Chaque médaille à plusieurs centaines d'exemplaires. Donc il y a un véritable raz-de-marée qui couvre la France des images de Louis XIV. Images
triomphal, bien sûr, pas réel, pas véridique, quoique, on le reconnaît bien. J'étais hier chez un ami, vieil ami, n'est-ce pas? Ils ont un portrait de Louis XIV de l'époque. Ah, mais qui est ce beau jeune homme? Portrait de Louis XIV, non signé, très certainement d'un élève, d'un des grands, peut-être Lebrun. Pendant que le maître faisait le portrait du roi, eh bien, les élèves étaient là et pouvaient s'essayer eux aussi. Et en fait, on voit que le portrait est très réussi. Il est jeune, il a 20 ans, une légère petite ombre moustachue, on pourrait dire, des cheveux qui descendent à foison, une grande tignasse, une belle tignasse, n'est-ce pas? Et puis une splendide cravate de soie brodée, plus exactement fine dentelle, n'est-ce pas? Et là, on se dit, il est en armure, en buste. Et là, on se dit, oui, c'est un exercice. C'est un exercice pour l'élève de reproduire au mieux cette cravate, ce tissu, n'est-ce pas, de broderie. Alors donc, Louis XIV est représenté partout, tout le temps, dès le début, image donc triomphante. Le secret dans les portraits, dit Le Bernin, c'est d'augmenter le beau et de donner du grand, diminuer ce qui est laid ou petit, ou le supprimer quand cela se peut sans intérêt de la complaisance. C'est très intéressant parce que on met en avant ce qui est beau, on met en arrière ce qui est moche, mais on ne le supprime pas s'il y avait un côté flatteur. On gardera donc un côté qui est réaliste. Et donc, je vous disais que ce portrait de XIV était parfaitement reconnaissable. Parce que c'est Louis XIV, tel que toutes les images l'ont montré, et tel qu'il était. Alors, on arrange la chose, mais on ne va pas jusqu'à une invention pure et simple. On réduira peut-être un grain de beauté, on le peindra de façon à ce qu'il n'apparaisse pas comme un nez au milieu de la figure. Nous sommes donc là bien en présence d'un travail qui est avec maquillage, parce que le maquillage, c'est ça, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de se transformer, il s'agit de s'arranger. Et c'est tout à fait légitime, rassurez-vous. Donc, nous avons des images triomphales, nous avons, selon Le Bernin, des images qui sont maquillées, mais ce sont de vraies images. Vous pouvez prendre un café, comme moi. Oui, parce que vous ne savez pas quelle heure il est. Alors, autant à l'Institut Saint-Pédis, on n'a pas le droit pendant les cours de prendre un café, autant ici au séminaire Saint-Curé d'Ars, on a le droit. Qu'on se le dise. Alors, ce sont des portraits d'apparat. Vous avez les portraits d'apparat, grandeur nature, voire plus, regard au-dessus du spectateur, vêtements et décors triomphalistes qui sont là pour souligner la haute position du roi, dignité du visage, dignité de l'attitude. Le roi était représenté de 3/4, il nous regarde effectivement, et, son regard est un regard franc, haut, y a pas, c'est pas un petit bossu, hein. Regardons les choses en face. Il y a parfois une fiction très habile. Vous avez le portrait de Rigaud, qui est très connu, que l'on trouve partout. C'est le portrait du roi dans sa
du roi senior, on dirait aujourd'hui. Il est là maintenant à la soixantaine, bien passé, et le visage de sagesse est peint sur un corps de jeunesse. Le personnage n'est pas guindé, il est grand. On ajoute des accessoires, ces accessoires confèrent la dignité, globe, sceptre, épée, trophée militaire, foudre, des personnifications autour, donc des allégories. On représente les victoires, la renommée, des femmes représentent les fleuves, des pays, des ennemis vaincus. Python. Python est le symbole de la rébellion. Bah oui, le python. Le python, c'est le serpent. L'hydre, qui a plusieurs têtes et qui est le symbole de l'hérésie. Vous savez, l'hydre de Lerne, qui avait 6 ou 7 têtes et que Hercule doit décapiter et les têtes repoussent. Alors il va avec un tison ardent, à chaque fois qu'il en coupe une, immédiatement brûler le tronc, n'est-ce pas, qui s'agite encore. L'hydre de Lerne, c'est l'hérésie multiple, hein, l'histoire des variations des églises protestantes par Bossuet est de cette époque-là, mais en fait l'idée d'une hérésie qui éclate en espèce de cancer, de métastase intellectuelle ou spirituelle ou mystique, ça remonte, c'est très ancien, ça remonte à saint Hippolyte qui a écrit tout un traité, les Philosophoumena, sur les hérésies de son temps. Hippolyte meurt au tout début du IIIe siècle en Sardaigne, 236, 235. Bien. Alors, l'hydre, le cerbère, qui est le gardien de l'enfer. Le cerbère est un chien à 3 têtes. Ça représente la triple alliance, ce qui fait la guerre à Louis XIV. Donc, il y a tout un ensemble, rien n'est au hasard, d'images qui sont là pour, de toute façon, toujours souligner la grandeur du roi. Et puis, nous avons ces rites qui sont multimédia, on pourrait dire, c'est-à-dire qui assurent le divertissement du roi et de la cour pour fêter un événement. Par exemple, la prise de la Franche-Comté en 1674, le genre d'éléments que l'on peut ainsi représenter par des pièces de théâtre, des ballets. Ah, Louis XIV aime beaucoup les ballets, il danse très bien les opéras. Lully et Philippe Quinault substituent à partir de 1670 l'opéra au ballet. Les goûts du roi changent avec l'âge. Il est peut-être un peu moins souple pour danser dans les ballets, mais il a une très bonne oreille, un goût musical très exercé. Il joue d'ailleurs très bien de la guitare. Alors l'opéra, il aime bien. Santé. Lully et Quinault. Et puis vous avez des rituels extraordinaires, c'est-à-dire pour un événement unique, le mariage du roi, par exemple, 1659-1660, le sacre du roi, 1654. Alors là, ce sont des rituels à base sacrée, avec toute une liturgie qui est d'ailleurs en partie échappant au roi, mais qui va être ensuite représentée, des estampes, des gravures, et bien évidemment qui s'inspirent de l'événement, mais ce ne sont pas des photographies, ce ne sont pas des films, ce sont des réalités reconstituées. Et puis vous avez, ça fait partie alors là de la nouveauté, vraiment, de la nouveauté, oui, des Bourbons, qui commence avec Louis XIII et qui vraiment a atteint son maximum d'efficacité
et de représentativité avec Louis XIV. Il s'agit des rites quotidiens. Nous avons des descriptions de ces rites par Spanheim, ambassadeur entre 1680 et 1690, et puis Saint-Simon, après 1690, qui écrit d'ailleurs sur une très longue période, bien après Louis XIV, jusqu'en 1740, et donc c'est la vie de cour, n'est-ce pas, qui est décrite, mais une vie de cour qui s'organise autour du roi. Le roi est le point central, c'est même le point substantiel. C'est plus qu'une attraction, c'est ce qui fait la cour même. C'est la cour du roi. Comme vous auriez pu très bien voir, la cour d'un grand, un comte, un duc ou autre. Alors, rite quotidien, lever, repas, coucher, messe, tout est programmé, tout est planifié, avec des degrés divers. Vous avez le petit et le grand lever, petit devant une demi-douzaine de courtisans triés sur le volet, grand lever, une fois que le roi s'est mis un petit peu en ordre, hein, une petite toilette, et puis hop, à ce moment-là, on ouvre grand les portes de l'appartement. Le grand lever du roi se fait devant une cinquantaine, une soixantaine de courtisans, au premier rang, au deuxième rang, dans l'antichambre, derrière, porte ouverte. Cette origine est quasi depuis le règne personnel de Louis XIV. Alors vous vous rappelez que pendant la Fronde, Louis XIV avait faim le sommeil. Le roi est parti, branle-bas de combat à Paris, donc une situation quasi d'insurrection. Non, le roi est là, et on ouvre alors la chambre du roi, et on regarde, et alors la foule passe devant, constate que le petit roi est là, et il dort comme un enfant sage. Tu parles, il fait semblant, il feint bien. C'est peut-être, pour Louis XIV, le premier rituel quotidien, on pourrait dire, d'un événement quotidien qui impressionne la foule, et le connaissant, il n'a sûrement pas oublié cet événement si bien joué par lui-même, tout en étant petit garçon, il a 10 ans. Donc le rituel quotidien, petit et grand couvert, tous assistent debout au repas du roi, tous sont couverts sauf le roi, et sauf s'ils sont à table et lorsqu'il lui parle. Le petit coucher, le grand coucher. Donc le lever du roi devant la foule, c'est dès le début du règne personnel, vers 1661. Le petit coucher, Primi Visconti nous en parle en 1674. Nous avons cette description de l'ambassadeur vénitien. Qui nous parle de ce petit coucher où le roi, assis sur sa chaise percée, est entouré de ses nobles. Alors, Louis XIV n'a pas inventé ce rituel quotidien. L'origine, la lointaine origine, c'est un modèle espagnol. Ça vient donc de sa mère. Le cadre de Versailles va simplement rendre ces rituels plus éclatants et peut-être aussi plus rigides. C'est tout le problème des institutions qui sont nécessaires, qui mettent l'ordre, la rigueur, dont a besoin toute société, mais qui peuvent se scléroser. Et peut-être que finalement, c'est le reproche que l'on pourrait faire à Louis XIV. Il n'a pas évolué avec son temps. Cette phrase est idiote, parce que ce sont les hommes qui font évoluer le temps, pas le temps qui fait évoluer les hommes. Mais il a peut-être laissé un peu aller. Il n'a pas renouvelé suffisamment son œuvre de représentation glorieuse, auto-représentation glorieuse. Donc, on va voir un roi toujours plus
public. Les appartements sont ouverts 3 fois par semaine à partir de 1682. À partir cependant de 1705, on sent que le roi marque le pas. Il est âgé, le coucher public est aboli, il a des accidents de santé, comme tout le monde, à partir d'un certain temps. Il a perdu ses dents. Il sera le premier à avoir des prothèses de dents en bois. C'est terrible pour lui parce qu'il a un appétit d'ogre. C'est son point fort, on pourrait dire. Vous savez, on a tous des points forts sur le plan de la santé. Les uns, c'est le foie, les autres, c'est le cerveau. Le troisième, c'est la marche. Enfin bon. Et puis lui, c'était l'appétit. Hein. Bon, c'est comme ça. Et comme l'appétit vient en mangeant, et comme il mangeait beaucoup, il avait beaucoup d'appétit. Ça refroidit. Bon, c'est Louvois qui s'occupe de sa santé. Un compagnon de jeu, un homme qui a des mêmes idées, une même formation, ils sont tous les deux cartésiens, hein, le roi et Louvois. Ce sont des hommes qui ont un côté moderne, qui ont vraiment un côté moderne. Oui, c'est des temps modernes. Et puis, donc, toute confiance, Louvois sera le témoin de son mariage avec la Maintenon, il s'occupera de ses petits ennuis de santé, fistules et autres. Alors, nous avons ces rites quotidiens, il faut un cadre à ces rites quotidiens. C'est l'architecture des palais. Décor de ces rites. Les palais sont multiples. Vous avez, au début de notre période, le Louvre, bien sûr, le Château Royal, au cœur de Paris. Vous avez Saint-Germain, Richelieu, Saint-Germain, Louis XIII, Richelieu, Rueil-Malmaison. Vous aviez une proximité de ces deux personnages qui ont assuré donc, le rayonnement de la France au début du XVIIe siècle. Vous avez Fontainebleau, avec tous les souvenirs de François Ier. Fontainebleau a pris un grand essor, n'est-ce pas, grâce à ce roi humaniste de la Renaissance et que certains professeurs de l'Institut Savigny n'aiment vraiment pas. Je ne vous dirai pas qui. Et puis donc, il y a Versailles. Versailles, de plus en plus. L'image de Louis XIV est exposée en permanence. Vous avez une horloge à Versailles qui n'est pas primitive, 1706, cette grande horloge avec ce mécanisme qui fait apparaître le roi couronné par la renommée à chaque heure. Le roi maître du temps. C'est pas beau ça? Ce roi, qui est-ce qui est maître du temps? Le roi, c'est un dieu. Louis XIV a supervisé avec soin les constructions de Versailles. Il a voulu d'ailleurs, avec son côté sentimental, il a voulu conserver le pavillon de chasse de son père Louis XIII, et qui est resté, qui a été inclus dans les bâtiments du nouveau Versailles. Mais ensuite, donc, les appartements du roi qui sont au centre, pile, de l'ensemble des bâtiments, et la chapelle, n'intervenant que vers la fin des constructions Louis XIVe et se trouvant bien placé, c'est entendu, mais pas dans l'axe, légèrement à droite. Donc, constructions qui sont supervisées avec soin, avec de grands artistes, et qui vont tout faire pour mettre en évidence Louis XIV. La grotte de Versailles par Lully en 1668, les fontaines de Versailles par Lalande, Morel, le canal de Versailles par Philidor en 1683 les fontaines, 1687 le canal.
Oh, c'est une période extraordinaire quand même. Alors, un côté un peu lourd peut-être, on préférera le style Louis XV, je suis tout à fait d'accord, pourquoi pas, bon, ces styles sont divers, n'est-ce pas? C'est vrai que Louis XV, il y a un côté un peu plus intime, intimiste même, et peut-être plus... plus discret, plus fin, n'est-ce pas? Louis XIV, c'est la gloire mastoc, si on pourrait dire ainsi. Mais il y a un génie, il y a très grands artistes. Bon, c'est le classicisme. Il faut qu'on commence des périodes. C'est un renouveau de l'art, c'est un renouveau de l'art français. Et bon, il y a eu les guerres de religion, grand désordre, et puis ensuite il faut remettre les choses en place lentement. Henri IV est encore dans une capitale qui est une capitale de type médiéval. Henri IV n'a pas le temps, donc son règne est abrégé violemment. Louis XIII est très pris par cette guerre de 30 ans, par l'équipement de la France. Il faut équiper la France, il faut équiper l'État français, plus exactement, armée, marine, administration financière. Bon, on ne peut pas tout faire. Avec Louis XIV, les choses qui ont été lancées par grand-père et père commencent à tourner d'une façon régulière. Alors on peut se permettre de ce grand plan, ce grand programme artistique, et donc de propagande royale qui va souligner l'œuvre faite par les ancêtres immédiats et puis par Louis XIV. Mais alors, comme on est un peu à un début de période, on ne peut pas faire dans l'original. On pose des bases, et ces bases, c'est le classicisme. Oui, c'est Mansart, c'est les jardins de Lenôtre, jardin à la française. Ça n'a pas beaucoup d'imagination, mais on peut dire que ça a beaucoup de majesté. Après, alors, voilà, le 15, Louis XVI, on aura des styles qui se permettent des fioritures. On parlera du maniérisme au XVIIIe siècle. Alors, voyons maintenant les thèmes. Donc, intellectuellement, qu'est-ce qui est représenté? Des allégories, c'est tout un sens caché, un sens qui éveille l'intelligence, n'est-ce pas? Derrière la forme plastique, il y a, c'est le propre de l'art, toujours une idée. La forme plastique exprime cette idée, l'exprime bellement, non pas joliment, mais bellement, c'est-à-dire qu'il y a un côté d'harmonie, d'être, splendeur, n'est-ce pas, de l'être, c'est la définition du beau. Donc, et alors c'est un beau qui n'est pas un beau direct, mais un beau indirect, si je peux m'exprimer ainsi. L'allégorie ajoute en plus un côté qu'on pourrait dire énigmatique. Jésus-Christ parle en parabole, petites histoires, fables, sont des fables les paraboles, pour réveiller l'intelligence de ses interlocuteurs. Et alors derrière l'histoire plaisante, fictive, on trouve une idée, on trouve une morale. Bon. La parabole, l'allégorie ne sont pas exactement la même chose. La parabole n'a qu'un but, c'est la pointe de la parabole, la morale de la fable. L'allégorie, par contre, représente une histoire vraie, mais sous une enveloppe, avec tous les détails cachés, transformés. Et alors donc on va chercher dans l'Antiquité les ressources extrêmes, les empereurs, les Perses, les Romains, les Grecs, les grandes victoires, les grandes batailles, et tout ça est transposé au XVIIe siècle, au siècle de Louis XIV.
Alors l'allégorie va utiliser donc toutes ces histoires antiques et que la culture de l'époque a rendu communes. Il faut aussi faire le lien entre cet art Louis XIVien et cette culture chrétienne extrêmement riche, à toutes les civilisations, on pourrait dire, qui aboutissent à la civilisation chrétienne. Le terme de civilisation n'existe pas encore, hein, c'est 1750. Mais et Fénelon, par exemple, est le type parfait de cet homme du XVIIe siècle, connaissant la culture antique sur le bout des doigts et jouant avec. Alors c'est le Fénelon, n'est-ce pas? C'est le Télémaque, pardon, plein de richesses, d'images antiques. Alors, donc l'Antiquité, les personnages historiques. Je finis, encore 3 minutes. Les personnages historiques, Alexandre le Grand, donc le brun a représenté Alexandre le Grand, c'est Louis XIV, bien sûr. Saint-Louis, Louis XIV, c'est le patron. Les fêtes de la Saint-Louis, le 25 août, seront toujours plus pompeuses. Clovis, d'ailleurs, Clovis, c'est Louis. Hein. On peut signaler ce poème de Jean Desmarais en 1657, en l'honneur de Clovis. Charlemagne, bien sûr, le grand empereur de la Renaissance médiévale. Vous avez 2 épopées racontant l'histoire de Charlemagne par le Laboureur et Nicolas Courtin. « 1664, 1666, dans l'ordre. Alors oui, Charlemagne, ne l'oublions pas. Et enfin, le Christ, bon pasteur. Vous avez ce tableau de Paul Sevin. Alors on s'est demandé d'ailleurs si ça n'était pas Jean-Baptiste. Il y a voilà. Le Christ bon pasteur, c'est un peu fort quand même. Bon, vous savez, Jean-Baptiste tient aussi l'agneau pascal. Hein, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Alors, il y a une petite hésitation. Alors, bon, mais que ce soit le Christ ou que ce soit Jean-Baptiste, c'est le roi, c'est Louis XIV qui se cache derrière ces figures. Hein. C'est terrible parce que, bon, enfin, quand même, bon, allez. Qu'Alexandre renvoie à Louis XIV, bon, que Saint-Louis renvoie à son lointain descendant, bah, ça va encore. Que Jésus-Christ rend, ou le plus grand des hommes, Jean-Baptiste, renvoie à ce roi de France, vous savez, dans les prophéties, vous avez le type et l'antitype. Enfin, les prophéties. Dans le sens allégorique, biblique, le type renvoie à l'antitype. C'est l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. David, par exemple, c'est le type de Jésus-Christ. Alors là, c'est Jésus-Christ qui devient le type de Louis XIV. C'est un peu fort de café. Alors je vais finir mon café et puis on reprendra plus tard.